Les médias de masse et manipulation de Noam Chomsky. Présenté par Auguste César Hill. Mesdames et messieurs, je suis Auguste César Hill. Je vais vous présenter aujourd'hui les travaux de monsieur Noam Chomsky. Mais d'abord, j'aimerais vous parler de ma mère. Elle était née en 1950 en Argentine. Elle avait donc environ 25 ans quand le coup d'État militaire a eu lieu, et comme nous, elle était étudiante. Pendant la dictature, le contrôle de l'information était présent à tout moment. Pas seulement dans les médias, mais aussi de manière plus concrète. Un très grand nombre d'étudiants, de professeurs, d'intellectuels, de journalistes et d'artistes disparurent. On les appelle encore aujourd'hui los desaparecidos, ou les disparus en français. Et une partie de la population durent fuir leur pays. Nous les appelons en Argentine los exilados, les exilés. C'est dans cet environnement de contrôle par le bâton et d'information que des figures comme Noam Chomsky apparurent. La dictature de l'époque voyait comme subversives les travaux de Noam Chomsky et donc ils furent censurés, comme dans tant d'autres pays. Cependant, dans le monde estudiantin dans lequel ma mère passait sa vie, des livres se passaient de main en main. Malgré les risques, certains de ces livres étaient de Noam Chomsky. Cette histoire m'a toujours fasciné, car elle montre à quel point des gens comme vous et moi étaient prêts à tout risquer pour juste un peu de connaissances. C'est avec cet esprit que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui ce que j'ai appris en étudiant les travaux de Noam Chomsky ces dernières semaines. Lorsque nous pensons aux médias, nous pensons souvent à des termes comme la liberté de la presse, ou bien on qualifie les médias de quatrième pouvoir, en référence aux trois autres pouvoirs constitutionnels et en particulier dans la formation de l'opinion publique. Les médias ont de leur nature une influence sur la prise de position du citoyen et du public. Cette influence remonte à l'origine des médias et va à l'encontre du concept que les médias sont indépendants et non biaisés. Il est important de savoir que les médias dans leur origine ont comme rôle de politiser le public. Encore aujourd'hui, la plupart des médias sont liés d'une manière ou d'une autre à un parti politique et ont un penchant politique. Cependant, nous sommes forcés de constater que la réalité est beaucoup plus compliquée que ce simple concept d'indépendance dans l'information et de quatrième pouvoir indépendant. Car non seulement si le fondement des médias est d'origine partisane, il n'en reste que les médias sont aussi liés au monde de la publicité et au monde économique, c'est-à-dire des conglomérats ayant comme objectif de faire du profit sont les propriétaires des médias que nous connaissons. De manière fonctionnelle, nous pensons que les médias nous fournissent des informations vraies et importantes, ce qui n'est pas complètement faux dans la mesure où la vérité est un point de vue manufacturé afin d'influencer notre consentement vers la direction que prendront nos démocraties.
Ainsi, nous découvrons que les médias à un niveau international sont des filières de conglomérats géants qui sont eux-mêmes affiliés à des tendances politiques par la culture de leur entreprise. Ces conglomérats n'ont pour objectif que le profit et non pas le progrès, mais le statu quo, maintenir le pouvoir et l'argent où ils se trouvent. Nous pourrions parler de politique de l'entreprise, une culture de l'entreprise capitaliste et visant à faire du profit coûte que coûte. La manière dont les médias font du profit est liée directement aux publicités. Alors que le rôle des médias se présente comme des organisations qui ont pour rôle d'informer les populations, leur véritable rôle se clarifie lorsque nous comparons les filières de conglomérats dont ils font partie. La politique de la maison prenant une toute autre signification quand la maison a la main mise sur des centaines de chaînes, des radios et des maisons d'édition. Prenons l'exemple de RTL TVI ou RTBF, qui sont toutes deux des chaînes belges connues de nom par tous les invités. Le programme de RTL TVI est constitué d'informations, de divertissements et de fiction destinées à un public familial. RTL TVI est une filiale de RTL Group. RTL Group, quant à lui, exploite 58 chaînes de télévision et 29 stations de radio en Allemagne, en France et dans d'autres pays d'Europe. RTL Group est elle-même une filiale de Bertelsmann, à savoir que RTL Deutschland, Groupe M6, Fremantle et RTL Netherlands sont d'importantes divisions de RTL Group. Bertelsmann, quant à elle, est un groupe international ayant été fort critiqué par ses liens avec le parti nazi de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a amassé de grandes fortunes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et après la guerre, l'entreprise se présenta aux autorités de contrôle des Alliés comme une maison d'édition chrétienne de la résistance ayant été poursuivie sur le plan politique. Les relations avec des organisations nationales socialistes furent d'abord niées. À la suite des fausses déclarations de Heinrich Mohn, ou insuffisantes, l'un de ses 3 fils reprit la direction de la maison. Les Alliés accordèrent une licence d'édition à la société, et depuis, cette société est toujours sous une direction familiale. La famille Mohn, qui possède 23% des parts de Bertelsmann. Bertelsmann est un groupe à l'organisation décentralisée. Le groupe est formé de 8 domaines d'activité. Bertelsmann est un groupe à l'organisation décentralisée. Le groupe est formé de 8 domaines d'activité: télévision et radio, livres, droits musicaux, prestations de services, enseignement, impression et participation. Des questions et des critiques se formulent quant au rôle du groupe durant le Troisième Reich. On leur reproche aussi de pratiquer de l'ingérence politique, ainsi que de mélanger intérêts généraux et privés, en particulier lorsque l'on considère le domaine de l'enseignement et de participation. En quelques mots, des conflits d'intérêts évidents sont présentés.
Je vous explique ceci pour comprendre le lien entre politique d'un média et politique d'un conglomérat. Les conglomérats donnent le ton et les thèmes à couvrir aux médias, selon leurs tendances politiques qui sont sujettes à une minorité d'individus. Maintenant, j'aimerais vous parler du lien entre les partis politiques et les médias. Celui-ci est beaucoup plus simple. L'affiliation ou la tendance politique d'un média vis-à-vis d'un parti politique lui offre des accès et des interviews avec des membres haut placés, avec des experts choisis par le parti politique en gouvernance, ou encore à des exclusivités ou des premières. En pratique, la presse se nourrit exclusivement et systématiquement d'informations choisies minutieusement par le gouvernement. Cette relation a pour objectif de justifier des guerres, tempérer des crises financières en maintenant les populations dans un cycle d'austérité et de crise, mais aussi de changer les idéologies actuelles ou encore de forcer un mouvement idéologique. Le gouvernement se rend crucial pour les médias. Le journalisme critique, quant à lui, est écrasé par le manque de support de sa propre maison ou par sa critique à l'encontre du gouvernement. On utilisera en anglais le terme flack, qui est l'action de discréditer une source, salir une histoire ou changer le sujet de l'histoire. Maintenant, il me reste à vous expliquer les liens entre la presse, la publicité et le citoyen. Nous aimerions penser que la presse et les publicités n'ont rien de néfaste et qu'elles nous présentent des informations qui nous permettent de faire des choix conscients et que les publicités nous offrent des choix qui nous permettent de nous définir en tant qu'individus. La réalité est tout autre. Un système d'émission avec un message, un récepteur et un feedback est mis en place. Ainsi, la publicité utilise les médias pour nous offrir des produits en apprenant à nous connaître et en influençant nos choix. Les médias ne nous vendent pas de l'information ou des produits. Les médias nous vendent, nous, comme si nous étions le produit, au monde des publicités qui sont eux-mêmes dirigés par des conglomérats et qui eux-mêmes ont pour seul objectif de faire du profit. De là, nous pouvons extrapoler les liens et la véritable nature des médias, des publicités, de la politique partisane avec le public qui est constamment assiégé par les techniques utilisées contre eux. Conclusion. Il existe 5 filtres à la machine du média qui empêchent le public de percevoir des informations objectives. La propriété des médias. Les conglomérats ne cherchent à faire que du profit, relayant au plan secondaire tout journalisme indépendant car il pourrait aller à l'encontre du profit. L'argent des publicités. Les médias coûtent bien plus cher que le public ne paierait et donc sont directement dépendants des gains faits par la publicité. À nouveau, aller à l'encontre d'une des entreprises payant pour ces publicités les force à ne jamais critiquer la main qui les nourrit. Donc, la publicité prend le relais sur le point économique et paye les médias pour que les médias leur fournissent un produit. Nous, les citoyens, en sommes le produit vendu. Aux premiers abords, cela ne semble pas être un problème jusqu'au moment où l'on s'arrête pour considérer tous les scandales qui tournent autour d'industries, mais surtout lorsque l'on considère leurs objectifs qui restent de faire du profit. Des exemples qui vont contre les droits des travailleurs à la fraude sont ceux qui viennent en tête. Mais il y a de nombreux autres crimes contre l'humanité. L'élitisme des médias qui force la conformité et l'uniformité parmi les journalistes est une autre méthode.
La machine FLAC qui détruit socialement tous les journalistes indépendants qui écrivent des histoires qui dérangent trop, ou encore les indépendants qui liguent des informations cachées, qui doivent fuir le pays. Et finalement, l'ennemi commun. L'ennemi commun est également un outil. Les réfugiés, les terroristes, une autre nation, une communauté ou l'autre de la population minoritaire, poussant le reste des populations à agir à unisson. « 10 stratégies. 10 stratégies sont utilisées à cet effet. La stratégie de distraction, qui permet de détourner l'attention du public. Créer des problèmes, puis offrir des solutions. La stratégie de dégradation, pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement sur une durée de 10 ans. La stratégie du différé est une autre façon de faire accepter une décision impopulaire, qui est de la présenter comme douloureuse, mais nécessaire, en obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Infantiliser le public. Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Maintenir le public dans la bêtise. Encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Remplacer la révolte par la culpabilité. Connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Ces théories ont pour objectif d'éveiller l'esprit à la possibilité que nous ne sommes pas bien informés et que donc nous ne sommes pas capables de faire des choix en conscience de cause. Mais plus important, que nous pouvons l'être en effectuant un travail de recherche.